Donc, je vais continuer avec la conférence et introduire le troisième orateur, qui est Jean-Pierre Raskin. Et Monsieur Raskin est professeur à l'Institut de l'information et communication, Information and Communication Technologies de l'École polytechnique de Louvain. Et il est plutôt spécialisé des matériaux et des composants utilisés dans l'éthique et il va nous parler des impacts écologiques du hardware. Et donc, il décrira la situation actuelle et va proposer des pistes de solutions. Donc, Monsieur Raskin, si vous savez partager votre écran, je vous donne également la parole. Voilà. Je suppose que maintenant l'écran est bien partagé. Oui, c'est Parfait. bien visible. Merci à toi. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous, et merci aussi aux collègues de l'ULB pour m'avoir invité. Alors, comme il était mentionné, moi, mon domaine d'expertise, c'est vraiment la micro et la nanoélectronique et l'utilisation de la physique des matériaux pour réaliser l'ensemble de ces objets dont on a déjà un petit peu parlé aujourd'hui. Et donc, voilà un peu le titre que moi je proposais, c'est un peu se poser la question, l'éthique sans limite. Et on retrouvera un petit peu cette terminologie à plusieurs endroits de ma présentation, cette réflexion de l'illimité, de l'invisibilité aussi de ces technologies, et qui rend finalement cette société, comme certains veulent nous faire croire, dématérialisée, cette société digitale. Et donc moi, je vais m'attarder plutôt sur les aspects matériaux. Donc, pour les aspects donc matériaux, je pense qu'il est crucial d'avoir une vision assez claire du système dans lequel on se trouve avec cette technologie de l'information et de la communication. Je représente ici un petit peu la tête de l'iceberg. Et la tête de l'iceberg, c'est vraiment un petit peu les objets que nous avons entre nos mains au quotidien, que ce soit notre smartphone, que ce soit une station de jeu ou la boîte Wi-Fi. C'est les instruments qui sont visibles. Mais au-delà de ces objets visibles, il y a toute cette infrastructure qui est généralement peu visible pour l'utilisateur. On parle de l'accès au réseau, ce réseau qui va être mondial, qui va être filaire ou qui va être mobile avec les ondes hertziennes. Et filaire, ça peut être des fils de cuivre ou alors de la fibre optique. Donc c'est une infrastructure extrêmement lourde. On a aussi les stations de base pour l'aspect mobile qui font partie de cette infrastructure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le réseau. Et puis après, il y a bien sûr les data centers où on retrouve l'information qui est stockée et qui est également traitée. Donc c'est important de bien se rendre compte, quand je vais énoncer ici un certain nombre de chiffres, c'est pour bien parler de rendre ce service aux utilisateurs. On a non seulement besoin de ces devices, mais du réseau et également du traitement et du stockage de la donnée dans cette infrastructure. Alors ça a déjà été mentionné, un trafic de plus en plus important, la nécessité de ressources, et quand on parle de ressources, c'est ressources en termes de matériaux et en termes d'énergie, et comme je vais le montrer, comme l'a déjà été signalé, l'aspect matériaux est très fortement lié aussi à l'énergie, et ce qui entraîne évidemment la consommation de toutes ces ressources, de plus en plus de gaz à effet de serre, comme il a été dit, les technologies de l'information et de la communication se basent principalement sur l'utilisation d'électricité comme énergie, mais l'origine de cette électricité aujourd'hui, au niveau mondial, correspond toujours à 2/3 d'énergie fossile. Et cette énergie fossile, évidemment, il correspond à des gaz à effet de serre importants. Donc aujourd'hui, on l'a mentionné, on est à peu près à 4% en 2020, un rapport ici de Shift Project. Et si on regarde un peu les différentes projections, vous voyez la sobriété, on n'est pas dans une diminution. Les autres scénarios, on va dire, un peu plus probables, malheureusement, je pense que dans 5 ans, on va se retrouver à un niveau de gaz à effet de serre émis par les TIC qui correspondra à peu près à celui de l'automobile, c'est-à-dire à peu près à 8%. Donc, vous voyez cette augmentation de 8% par an des gaz à effet de serre émis, alors que si on veut remplir les objectifs de Paris en termes de réduction des gaz à effet de serre, on devrait diminuer par 5% par an. Alors, on peut se poser la question de où se trouve cette énergie. Alors, l'énergie, il faut bien prendre en compte la phase d'usage et la phase de fabrication. Donc, sur ce graphique, on voit un peu la manière dont l'énergie se répartit.
En gros, on peut dire que la phase de fabrication pour l'ensemble des objets que nous utilisons et pour l'infrastructure elle-même correspond quand même à plus ou moins 45%. Donc 45% de l'énergie est déjà consommée alors qu'aucun service n'est encore rendu, aucune information n'est véhiculée sur le réseau. Si on regarde ça maintenant au niveau du smartphone, on se retrouve encore ici avec des chiffres plus importants. On voit que l'énergie consommée lors de la fabrication va correspondre ici à 80%. 80%, à comparer à 20% de l'usage, évidemment, c'est fortement lié à la durée de vie du smartphone. Il a été mentionné, effectivement, une vie moyenne d'à peu près 18 mois. Donc, on voit là qu'il y a un levier énorme pour essayer de réduire l'énergie absolue totale pour rendre un service et d'allonger, évidemment, la durée de vie de cet objet, du smartphone, vu que 80% de l'énergie que celui-ci va consommer sur son cycle de vie et lors de la fabrication. Alors, on pourrait se poser pourquoi cette fabrication est aussi coûteuse en termes d'énergie. La raison est un petit peu la suivante, c'est que l'électronique, donc dans le domaine de la micro- et nanoélectronique, on s'est attardé à suivre une loi qu'on appelle la loi de Moore. Alors, cette loi, elle dit, et ça a été énoncé par Michael Moore, qui est un cofondateur d'Intel. Et tenez-vous, cette loi a été établie au fin des années 60. C'était vraiment le tout début de la microélectronique, donc de la physique du solide pour réaliser des circuits électroniques, des mémoires, des transistors. C'était la conclusion à partir de 2-3 points sur une courbe, de dire que si on veut rendre la microélectronique un jour rentable économiquement, il était indispensable de pouvoir fabriquer plus de transistors sur une certaine unité de surface de semi-conducteurs. Et donc la motivation première, et quand on parle de cette loi de Moore, ce n'est pas une loi, si vous voulez, liée à la physique des semi-conducteurs, c'est une loi qui n'est que purement économique. Et donc on le voit ici, je n'ai repris que les 30 dernières années, on voit que, ou 25 dernières années, on voit qu'on a toujours eu une augmentation, effectivement, qui suit relativement bien cette loi de Moore. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des mémoires où on peut comptabiliser à peu près 400 milliards de transistors sur à peu près 2 cm². Et on retrouve à peu près 20 milliards de transistors pour les processeurs, les microprocesseurs les plus avancés. Donc il y a une nécessité pour rendre cette microélectronique plus bas coût. On a une nécessité de densifier, donc de réduire la taille de manière drastique des transistors. Si vous voulez, le transistor, c'est l'élément, c'est l'unité de base de tout circuit électronique, c'est un peu comme le neurone par rapport au cerveau. Et donc, l'augmentation de ce nombre de transistors par l'intégration met une pression énorme, évidemment, sur le comportement de la physique de ces dispositifs. Quand je parle de pression sur la physique des dispositifs, on va vouloir toujours créer un transistor fonctionnel. Et dans les années 80, pour avoir un transistor fonctionnel et performant, voilà un petit peu les différents matériaux utilisés du tableau de Mendeleïev. On peut retrouver le silicium. Il faut savoir que la plupart des technologies dans le domaine de la microélectronique se basent sur ce semi-conducteur. À peu près 98% de tous les circuits qui nous entourent sont faits à base de silicium. Comme on voit, je ne sais pas si vous voyez, voilà, c'est une tranche ici de silicium qui est processée. Donc c'est vraiment le matériau de base. Pour réaliser ce transistor, on va utiliser des dopants. On peut trouver le phosphore, l'arsenic. On va utiliser l'aluminium pour l'interconnexion, parce qu'il faut relier évidemment l'ensemble de ces transistors pour réaliser certaines fonctionnalités. Donc voilà, en gros, les matériaux utilisés dans les années 80. Les années 90, on voit pas beaucoup de modifications par rapport au procédé de fabrication. Peut-être je peux citer dans les années 80, la longueur caractéristique, qu'on appelle la longueur de grille du transistor, est à l'ordre d'à peu près 5 microns. On est de l'ordre de 5 microns. Dans les années 90, on vient sous le micron. Donc on est avec des transistors qui vont se retrouver à peu près avec des longueurs de grille de 500, 250 nanomètres. Et on voit que pour arriver toujours à avoir un dispositif performant, ce qu'on a essayé de faire en utilisant du cobalt, du titane, du tungstène, c'est réduire les résistances électriques d'accès à ces différents transistors. Donc voilà, les matériaux ajoutés. En 2000, il y a eu vraiment un tournant extrêmement important dans le domaine de la microélectronique.
on se retrouve maintenant avec des transistors qui ont une taille caractéristique qui sont inférieures à 100 nanomètres. Aujourd'hui, on a des transistors qui ont une longueur de grille d'à peu près 10 nanomètres. Et pour arriver toujours à contrôler les effets quantiques, les effets, par exemple, d'effets tunnels, bon, je vais passer tous les effets qui peuvent apparaître dans ces transistors, on doit, si vous voulez, introduire des matériaux qui vont nous permettre de dépasser les limites d'une technologie basée principalement sur le silicium. Et donc, l'entièreté de ces matériaux qui sont là sont vraiment toujours pour produire une électronique toujours de plus en plus petite en taille, donc toujours une densité plus importante, en conservant des performances et même en améliorant ces performances en termes de vitesse d'exécution, vitesse de traitement de l'information et une diminution de la consommation du circuit électronique. Et donc, ça entraîne tout cela, tous ces objectifs, une multiplication énorme des matériaux utilisés. Quand vous regardez le tableau de Mendeleïev, finalement, ce qui n'est pas utilisé, c'est principalement des matériaux de type radioactif. Alors, au-delà de l'augmentation du nombre, de la diversification des matériaux utilisés, on peut voir aussi, vous voyez ici, c'est le nombre d'étapes de fabrication nécessaires pour arriver à votre microprocesseur. Et on voit ici des technologies depuis 2004, hein, je vous le disais, on était en dessous du micron, de 200 nanomètres, pardon, 90 nanomètres ici de longueur de grille, pour arriver, comme je vous le mentionnais, aujourd'hui, de l'ordre de 10 nanomètres. Et pour arriver à fabriquer des dispositifs aussi petits, non seulement on introduit beaucoup plus de matériaux divers, mais en plus de ça, on augmente énormément le nombre d'étapes de fabrication. Et quand on parle de nombre d'étapes, vous voyez qu'elles sont en grand nombre, hein, 400 étapes, et aujourd'hui, on est à plus de 1000 étapes de fabrication nécessaires pour arriver à notre microprocesseur, par exemple. En parallèle à cette augmentation de la complexité des process, on a aussi une augmentation relativement importante, on parle de 9% par an, de la vente de ces circuits intégrés. De nouveau, sachant qu'on devrait avoir un objectif dans toute l'activité industrielle de réduire la génération de gaz à effet de serre, on voit que malheureusement, dû à la complexité du process qui augmente et à la vente de ces circuits intégrés qui continue à augmenter, on est vraiment sur un impact environnemental relativement important de l'industrie de la microélectronique. Alors, c'est intéressant de voir aussi, quand je parlais des matériaux qui sont extraits et qui sont donc nécessaires pour fabriquer ces circuits intégrés, c'est de se rendre compte que la problématique peut être très différente en fonction de la nature du matériau dont on parle. Alors, sur ce graphique, je représente l'abondance de tous ces matériaux au niveau de la croûte terrestre. Alors, une première chose que l'on peut observer, c'est que l'abondance de ces matériaux dans la croûte terrestre est extrêmement variable. On a 10 ordres de grandeur entre, par exemple, le silicium et, par exemple, l'iridium qui se retrouve ici tout en bas. Alors, si on regarde les produits utilisés dans les années... excusez-moi, quand on regarde un petit peu les produits utilisés aujourd'hui, on a bien sûr le fer. Le fer, en règle générale, hein, donc en moyenne sur la croûte terrestre, si vous retirez une tonne de roche, vous allez obtenir à peu près 330 kg de fer. Par contre, si vous extrayez cette même tonne de roche, mais si vous voulez extraire un autre matériau qui est le platine, en moyenne, sous la croûte terrestre, vous n'allez uniquement retrouver que 3 grammes. Vous voyez la grosse différence entre le fer, 330 kg, le platine, on n'est qu'à 3 grammes par tonne de roche extraite. En parallèle à ça, il faut savoir que dans les années 50, on se limitait, vous voyez, à ces matériaux pour la fabrication de tous les objets qui nous entouraient. On se focalisait finalement sur des matériaux dont la densité, la concentration dans la roche était relativement importante. Or, à notre époque, pour la fabrication de tous les objets qui nous entourent, et particulièrement les TIC, donc tous ces objets pour la technologie de l'information et de la communication, mais je voudrais insister aussi, toutes les technologies dites renouvelables. Cette technologie dite renouvelable nécessite aussi toute cette partie ici des matériaux qui sont à faible concentration dans la croûte terrestre. Donc, non seulement on a une diversité des matériaux utilisés, mais comme leurs concentrations sont relativement faibles dans la roche, on doit y associer à ces matériaux à une énergie d'extraction qui est d'autant plus importante. Alors, je ne vais même pas parler ici des matériaux dont la concentration dans la roche est extrêmement faible, mais il faut savoir que les matériaux
qui, je dirais, au XVIIIe ou XIXe siècle, avaient des concentrations relativement élevées dans la roche, on voit une réduction extrêmement importante dans les différents gisements qui sont exploités aujourd'hui. Si je prends l'exemple ici du cuivre, vous voyez qu'au XVIIIe siècle, on était dans des gisements où le pourcentage de cuivre, donc d'atomes de cuivre dans la roche, était de l'ordre de 12%, voire même 25% en Australie. Et quel que soit le gisement aujourd'hui, on voit que la concentration est malheureusement inférieure au pourcent. Même histoire pour le nickel, vous voyez, en Nouvelle-Calédonie, on était à 12% au 19e siècle pour arriver aujourd'hui, quel que soit le gisement au niveau des exploitations actuelles, on est avec une concentration inférieure à 2%. Donc là, regardez maintenant un peu le lien qu'on peut faire entre l'extraction de ces minerais et l'énergie consommée. C'est ici un petit peu la distribution finalement de l'énergie consommée pour transformer cette roche en un barreau de cuivre, si vous voulez. Et donc on voit qu'en fonction de la concentration du cuivre dans la roche, on voit ici pour 3% de cuivre dans la roche, l'étape au niveau de la mine et du concassage, donc c'est les deux étapes qui se retrouvent ici, donc déminage, le concassage et la flottation. Donc c'est ce qui se passe vraiment à proximité de la mine. Au départ, ce n'était pas nécessairement à cet endroit-là que la consommation d'énergie était la plus importante. On avait une consommation d'énergie importante dans la fusion et dans le raffinement du matériau qui était extrait. Aujourd'hui, vu les pourcentages relativement faibles de ces minerais dans la roche, on voit que c'est 90% d'énergie qui est consommée au niveau des mines d'extraction. Alors, les conflits géopolitiques qui sont nombreux, on peut entendre ça souvent dans les médias, et quelle est un peu l'origine de ces conflits géopolitiques liés à l'extraction des matériaux. L'exemple de cette carte est assez parlant. On peut voir qu'au niveau de l'Europe, les mines, on va dire, qui ont une importance en niveau de tonnage, il n'y en a plus beaucoup, il n'y en a pratiquement plus. La plupart des mines se trouvent dans l'hémisphère sud et se trouvent également en Chine. Et donc, on voit qu'il y a une dépendance qui est de plus en plus forte de l'Europe, mais aussi des États-Unis, malgré que maintenant les États-Unis ont pris un certain nombre de décisions pour réouvrir un certain nombre de mines, vu les conflits existants au niveau géopolitique entre la Chine et les États-Unis. Mais la Chine, effectivement, je dirais, la main sur un nombre important des matériaux qui sont cruciaux dans les TIC ou dans les technologies dites renouvelables. Alors, on ne peut pas blâmer la Chine. Il y a eu une vision de ce pays à conserver, à avoir même intensifié les mines, ce qui n'a pas du tout été la situation en Europe. Et il y a plusieurs raisons, évidemment, mais une des raisons, c'est le coût écologique, évidemment, des mines qui est loin d'être négligeable. Et quand on voit l'Europe qui peut afficher aujourd'hui un certain nombre de rapports plutôt positifs, on va le dire comme ça, par rapport à la gestion des matières premières, cela est surtout lié à une délocalisation massive, à la fermeture de ces mines, pour ne citer que cet exemple, mais on peut citer aussi dans le domaine de la microélectronique la fermeture de la plupart des centres de fabrication de ces circuits intégrés qui se retrouvent maintenant en grosse partie à Singapour, à Taïwan et en Chine. Donc voilà, il y a une réflexion à avoir sur ce peu de résilience que nous avons en Europe aujourd'hui, vu que nous avons évacué finalement un ensemble de problèmes écologiques dans d'autres pays ou continents. Alors, je voudrais insister ici sur cette dépendance nord-sud. J'ai l'occasion, à travers de mes recherches, d'observer un petit peu ces flux. Alors, je parlais de l'extraction, on voit qu'il y a une extraction de ces minerais, et comme je le disais, ça a un impact relativement important sur l'environnement, mais aussi sur la condition sociale des travailleurs dans ces mines. Donc ça, c'est un premier élément. Et donc la plupart de ces matériaux, de ces matières premières sont raffinées dans des pays tiers, et puis après, on reçoit, nous, les produits finis. Quand on est à la première fin de vie de ces produits, malheureusement, on n'est pas encore du tout dans le domaine de l'électronique, et je vais expliquer pourquoi, dans une logique circulaire. La plupart de ces déchets électroniques, considérés comme déchets en tout cas,
électroniques en fin de première vie. Un rapport de Greenpeace parle de à peu près 75% de ces objets ne sont pas vraiment recyclés. Ils sont envoyés par conteneurs dans des pays où malheureusement ils n'ont pas non plus accès à une industrie de recyclage. Et on voit ici des photos qui sont prises, mais j'en ai vu moi-même personnellement au Rwanda, en Côte d'Ivoire, oui, au Bénin, à différents endroits où on peut retrouver ces objets électroniques qui sont brûlés à même le sol. Et donc, on peut récupérer un certain nombre de matériaux à faible température de fusion. On va retrouver du plomb, on va retrouver de l'or, un petit peu de cuivre. Évidemment, tous les plastiques riches en bromure, retardeurs de flammes et toute la toxicité qui se retrouve évidemment dans ces objets électroniques créer un certain nombre de désastres tout à fait réels, malheureusement, au niveau de la santé des populations et de la qualité des nappes phréatiques, par exemple, là où ce genre de recyclage, on va dire, sauvage a lieu. Alors, société digitale à 2 vitesses, je pense qu'il est important, quand on voit ces images ou quand on veut un peu pointer du doigt bien trop souvent dans ces pays en voie de développement, un manque de rigueur par rapport à l'environnement. Je pense qu'il faut d'abord bien regarder où se trouve la consommation et où se trouve finalement la pollution la plus élevée. Ben, c'est évidemment, on le voit sur ces graphiques, c'est aux États-Unis et en Europe. Et les États-Unis, ils font assez fort. Hein. On voit ici, c'est le nombre d'équipements connectés par personne. Ici, c'est la consommation de données. Et là, on retrouve donc les émissions de CO2 par an. Et donc, il est clair que quand on parle de pays en voie de développement, ils n'ont que très peu d'objets connectés, un trafic de données qui est excessivement faible, et donc évidemment une émission de CO2 associée à toutes ces applications numériques qui est assez dérisoire par rapport à l'Europe et par rapport aux États-Unis. Donc il est clair qu'il faut, quand on parle de mondialisation, de globalisation et de digitalisation, la plupart du temps, tous les discours qu'on peut entendre, on ne parle que, je dirais, de l'hémisphère nord. On ne parle pas, et les discours, comme il a été dit dans le Green Deal, où on met le numérique comme étant une solution, je suis convaincu aussi que de la manière, en tout cas, dont on envisage le numérique, ce n'est pas une solution. Mais en plus de ça, on oublie complètement, on omet complètement de parler, on parle soi-disant des gagnants, on ne parle pas du tout des perdants de toute cette numérisation qui est criante malheureusement aujourd'hui, et on risque d'agrandir cette fracture numérique entre le nord et le sud, mais aussi même au sein de nos contrées, on peut voir une fracture numérique, le Covid nous l'a montré à certains endroits. Alors si on continue à extraire les ressources naturelles de la manière dont on le fait. Donc ici, c'est de manière plus générale, ce n'est pas uniquement limité aux technologies de l'information et des communications. On voit qu'on va, pour les besoins en tout cas, exprimer, ou en tout cas la consommation, comment elle se passe et comment le consommateur est incité à acheter et à renouveler ces équipements, ces objets qui nous entourent. On va devoir doubler d'ici 2060 l'extraction de tous ces minerais. On va augmenter, associé à ça évidemment, une augmentation des gaz à effet de serre par 43%. Donc c'est tout ça si on ne fait rien, si on garde juste les tendances actuelles. On va devoir augmenter la surface agricole, on va augmenter les pâturages, on va réduire la surface évidemment des forêts, il faut trouver de la place, et on va réduire la qualité de l'eau. Juste une parenthèse, on parle énormément dans les médias, et à juste titre évidemment, hein, du GIEC, qui est ce groupement d'experts internationaux pour parler du climat. Et je n'ai jamais, moi, personnellement, entendu parler du JR, qui est ce groupe international d'experts sur les ressources. Et je vous invite les personnes intéressées à aller voir sur le site. Il y a un nombre de rapports, et c'est issu d'ailleurs de ce site, énormément de rapports très, très intéressants sur la gestion des ressources. Et donc, on devrait bien plus en parler parce qu'évidemment, la gestion des ressources est intimement liée, comme on l'a déjà dit, à l'énergie et donc aussi évidemment au climat. Alors les solutions, je vais essayer quand même solutions, ou en tout cas nécessité de prise de conscience et de casser un petit peu cette logique linéaire, parce qu'elle nous envoie droit dans le mur, ça je pense qu'il n'y a aucun doute par rapport à ça.
Alors, on entend beaucoup parler de l'économie circulaire. Je pense qu'évidemment, ce concept est intéressant. Ce concept doit être exploité dans tous les domaines de l'industrie, de l'usage. Et plus la boucle sera courte, donc plus on arrive, par exemple, ici, on le voit, à la réparation, plus on arrive à reconditionner et redistribuer, qu'on arrive à réutiliser, qu'on arrive à la limite, séparer, à démonter les objets et de pouvoir réutiliser les pièces de base, un peu comme un puzzle, si vous voulez, et recomposer un nouvel objet pour une nouvelle fonctionnalité. Donc, si on reste dans ces boucles relativement serrées, on va regarder de la valeur, on va réduire un maximum de l'utilisation des ressources par ces cycles courts. Il faut vraiment voir le recyclage comme étant l'avant-dernière étape à considérer. Mais vous voyez qu'il y en a énormément d'autres à considérer avant de parler de recyclage. Sachez que la plupart des objets électroniques en fin de vie se trouvent soit enfouis, et quand je dis la plupart, c'est plus de 80%, se trouvent enfouis dans le sol ou simplement utilisés comme, je dirais, pouvoir calorifique dans des hauts fourneaux. Une très faible partie, comme a été mentionné, est recyclée et très peu, si pas pratiquement nulle, pour un certain nombre d'objets. On reconsidère la réparation ou le réusage ou, comme je le disais, un démontage intelligent pour reformer d'autres types d'applicatifs. Alors parlons du recyclage dans le domaine vraiment d'éthique. Est-ce une possibilité ou pas? Umicore, qui est une société belge qui est vraiment experte dans le domaine du recyclage de beaucoup de matériaux, mais entre autres des matériaux liés à la fabrication des circuits électroniques, le disent clairement, vous pouvez le voir sur leur site web, c'est une information publique. Sur les 60 éléments que l'on retrouve dans les objets électroniques, ils ne sont que techniquement capables aujourd'hui d'en extraire 17. Donc ça, il faut déjà le dire, il y a des limites technologiques. On est en plus, avec cette technologie, on parle de microgrammes par circuit intégré, donc on a une technologie dispersive, et donc il y a une perte de quantité énorme dans les procédés même de recyclage. Ce qui entraîne aussi donc des rendements faibles et une extraction de ces matériaux qui va être profitable, donc des 17, vous ne tombez plus qu'à 4 ou 5 matériaux profitables. Et parmi ces matériaux profitables, l'information partagée par Umicore est claire dans le milieu de la microélectronique, qui essaye, le milieu de la microélectronique, de réduire la quantité d'or utilisée, principalement au niveau des contacts, parce que l'or, évidemment, est un matériau très cher. Et ils nous disent, si vous retirez l'or, nous, on ne sait plus payer le cycle de recyclage de ces 4 ou 5 matériaux. Donc voilà un petit peu la pression qui existe aujourd'hui. Donc on voit que le recyclage n'est pas du tout une solution, en tout cas à court terme, ne fût-ce que technologique. Et également, ce qu'il faut dire, ce qui met cette pression, évidemment, on pourrait se dire, relevons déjà, récupérons ces 17 éléments. Et pourquoi on ne le fait pas? Mais c'est une question de nouveau économique. Les matières premières extraites principalement dans des mines dans l'hémisphère sud sont à des coûts qui sont beaucoup trop faibles. C'est-à-dire que les coûts que l'on paye pour ces matériaux ne sont pas représentatifs. On ne paye pas le coût environnemental, on ne paye pas le coût social à ce juste titre. Et donc, évidemment, il est plus facile, il est bien plus économiquement intéressant pour l'ensemble de l'industrie d'utiliser des matières premières fraîches que de vouloir passer par ce système de recyclage. Alors, face à ces constats, il est clair qu'on se rend bien compte qu'en tant qu'ingénieur, en tant que scientifique, on doit vraiment repenser, on doit évidemment innover et agir différemment vers un développement durable. Et je pense que le mot à garder, et ce qui n'est pas du tout, et il a été dit pour les logiciels, mais c'est la même situation dans le domaine du hardware, dans le domaine de la micro-nanoélectronique qui est le mien, depuis, donc je vous le disais, depuis les années 60, 70, cette roadmap, la loi de Moore, aucune, et encore aujourd'hui, aucune considération par rapport à des indicateurs qui vous inciteraient à réfléchir que certains des matériaux ou simplement l'énergie utilisée dans la fabrication est loin d'être négligeable. Donc, on vous demande de designer des circuits micro et nanoélectroniques de plus en plus compacts, de plus en plus performants, mais sans aucune contrainte dans votre design par rapport à la quantité d'énergie ou la quantité de matériaux, ou la quantité d'eau, la quantité d'acide, la quantité de gaz à effet de serre émis. Aucune limite n'est imposée à l'ingénierie. Alors face à ça, il y a un certain nombre de chercheurs quand même qui essayent de réfléchir à tout ça. Et il existe des méthodologies, il existe des façons de réfléchir où, donc je vais être très bref, mais donc il y a des approches, par exemple, proposées par le professeur Ashby, Mike Ashby,
en University Cambridge, c'est vraiment de se dire on peut séparer en 5 étapes et d'avoir donc une méthodologie extrêmement rigoureuse. On va évidemment énoncer les besoins, ou je dirais même on peut aller au-delà, quelle est la vision de société dans laquelle on veut vivre, de voir quelles sont les parties prenantes, qui a de l'intérêt, qui va être influent, qui va apporter des leviers ou porter des contraintes. Et puis un point très important sur lequel, au niveau universitaire, on peut travailler en tout cas, c'est la recherche des faits, la définition de nouvelles figures de mérite ou de nouveaux indicateurs qui vont dépasser, par exemple, la consommation d'énergie par bit. C'est généralement un des facteurs de mérite. Mais comme je vous disais, on ne parle pas d'un ensemble d'autres paramètres qui, eux, vont être directement impactants, par exemple, sur l'environnement, sur l'utilisation des matériaux, etc. On ne réfléchit pas non plus, c'est l'étape numéro 4, on ne réfléchit pas à l'impact, évidemment, de cette technologie dans son usage ou dans sa fabrication déjà, dans son cycle de fabrication, son usage sur les ressources naturelles, sur la planète, sur les conditions sociales et sur la profitabilité. Généralement, ce n'est que ce paramètre-là qui a été étudié. Et puis, alors, je trouve magnifique dans cette proposition-là de méthodologie, c'est la 5e étape, qui est ce débat de société, ce choix, cette vision. Car il est indispensable. Cette étape est tout à fait indispensable. Et je prends juste l'exemple ici, sur ce bouquin, je pourrais vous donner les références à ceux que ça intéresse, parce qu'il est rudement bien fait. Il présente cette méthodologie et à la fin, il présente 10 exemples. Ça va de l'éolien au plancher de bambou, à la canette en zinc, en aluminium, pardon, à, par exemple, des panneaux photovoltaïques. Et on voit que, quel que soit finalement, et donc, ce que vous observez, c'est des tableaux où on retrouve des points positifs en impactant l'aspect social, des points négatifs que l'on voit ici en rouge, impactant l'aspect naturel des ressources, et des points positifs et négatifs, de nouveau, avec ce code couleur pour l'aspect la profitabilité de la technologie développée. Donc, vous pouvez prendre n'importe quelle technologie, n'importe quel applicatif, vous allez retrouver, si vous faites vraiment une étude sérieuse, quantifiée, avec des éléments chiffrés, avec des modèles à développer, hein, ça c'est important, des modèles qui sont à développer, donc c'est un travail ardu, mais nécessaire à mon sens, mais vous verrez qu'aucune des technologies n'a un tableau qui est rempli de vert, et aucune n'aura aussi un tableau rempli de rouge. Donc, il y a un choix après de société, de se dire, je sais que je fais ce choix technologique, je vais impacter peut-être plus l'aspect des ressources naturelles, donc l'environnement, mais par contre, je vais alléger la contrainte sur, par exemple, le tissu social. Ce débat, aujourd'hui, de nouveau, n'existe pas, ou très, 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 très peu, ou généralement, il est bien en retard, bien trop en retard. La 5G est une technologie assez symbolique, on va dire. On voit beaucoup de débats sur la place publique, mais qui sont des débats généralement binaires et qui arrivent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tard. Donc, c'est dans le développement des technologies, donc bien en amont, que ce genre de réflexion devrait se faire. Alors, juste rechercher différemment, il y a de ça maintenant 4 ans, avec certains collègues européens, on a mis en place un consortium pour essayer de développer une nanoélectronique plus durable. Si ce qui intéresse, je pourrais vous parler des projets très concrets sur lesquels on travaille. Il y a à peu près une vingtaine de thèses doctorat qui a été lancée il y a maintenant 4 ans. Donc, il y a un premier cycle déjà de thèses qui se termine. Et ça regroupe non seulement des ingénieurs, mais aussi des économistes, des anthropologues, des philosophes, des sociologues, pour réfléchir de manière un peu plus holistique à toutes ces problématiques. Et je voudrais peut-être dire à un certain nombre peut-être de chercheurs ou d'étudiants en sciences ou en ingénierie, et qui, à la fin de leurs études, ils ont le choix de se retrouver dans un travail, dans une société, grande ou petite, ou de créer aussi, d'innover, d'être son propre entrepreneur. Et vous allez passer, ou même quand vous serez dans une société, on va vous demander de remplir un business plan avec l'ensemble de ces questions. Et évidemment, elles sont tout à fait pertinentes pour voir la profitabilité économique de votre activité, de votre innovation technologique. Il faut savoir que dans la littérature, dans un certain nombre de littératures, on incite à ne pas se limiter uniquement à un bilan économique, mais aussi on devrait imposer, et ça c'est aussi des choses que les universités, aussi les pouvoirs publics pourraient imposer à la création, on va dire, de l'innovation, d'inciter aussi de remplir d'autres canevas, par exemple ici, un business canevas, mais qui est lié ici à l'impact environnemental, et un autre ici qui est relié à l'impact sociétal,
forcer les gens à se poser des questions sur l'impact de leur technologie, pas uniquement sur la profitabilité économique, mais aussi sur l'impact écologique et l'impact social. Donc voilà, je vais peut-être terminer ici en dressant peut-être quelques conclusions, mais surtout des ouvertures peut-être de discussion. Le défi, effectivement, est tout à fait colossal. Je ne sais pas si on va y arriver. En tout cas, aucun signe nous montre qu'à court terme, on va aller vers une réflexion un peu plus raisonnable, réfléchir aux limites, réfléchir un peu, avoir la force d'esprit de parler des impossibles, de savoir que l'ingénierie telle qu'elle est menée aujourd'hui, c'est la recherche d'efficacité, mais en relatif, et donc à cause de cet effet rebond, comme il a été mentionné, un usage débridé, voilà, on se trouve dans ces défis colossaux qui sont face à nous. Quand on voit le Green Deal, quand on voit d'autres personnes présenter les technologies comme faisant partie de la solution, je ne peux pas leur donner tort. La technologie peut être une solution, mais de la manière dont elle est planifiée, dont elle est utilisée aujourd'hui, et c'est le cas dans le Green Deal, il n'y a rien qui veut contrecarrer, on va dire, ce système économique en place, ce sera totalement insuffisant. Totalement insuffisant. Toutes ces technologies et cette merveille, moi je suis passionné des technologies, mais si elles sont utilisées là uniquement pour soi-disant optimiser un système en place, ça ne va pas fonctionner. Il faut que ces technologies soient là pour la transformer. Transformer les choses, réfléchir de manière beaucoup plus modulaire, circulaire. Il y a des notions d'économie de la fonctionnalité. On doit avoir une technologie beaucoup plus centrée sur les besoins de base de l'humanité. On doit penser cycle de vie, on doit penser de la technology assessment, et comme je vous le mentionnais, un débat public. Les données existent, je pense qu'il faut aussi avoir un respect pour les utilisateurs et leur capacité de débattre. L'aspect législatif, on peut penser au pouvoir public qui généralement se disent impuissants, or ils ont des outils. On a vu que ça peut fonctionner dans le domaine, par exemple, de la microélectronique. Il y a des choses qui fonctionnent très bien. C'est un levier législatif et que les pouvoirs publics travaillent évidemment pour conserver ces biens communs et œuvrer pour soutenir évidemment les plus fragiles ici et ailleurs. C'est un levier qu'ils peuvent activer et qu'on doit encourager, nous tous, à qu'ils activent. Donc voilà, je vais m'arrêter là, peut-être pour ma présentation en tout cas. Merci. OK, parfait. Merci beaucoup, professeur Raskin.